On va faire place maintenant à la masterclass. C'est un peu le moment de savoir, le moment intelligent de la journée. Ben ouais, non, il y en aura plein des moments intelligents. On est dans un lieu d'apprentissage qui forme des leaders engagés, vous l'avez compris. Alors voici la séquence Leadership Academy for New Futures. C'est une séquence inédite avec 3 temps, des duos inspirants, 3 enseignants-chercheurs, 3 diplômés. Et je vais appeler à me rejoindre sur scène une diplômée PGE 1997, une ancienne du Petit Paumé, professeure en management, en RH, en organisation à EM Lyon. Je vous invite à lire ses publications, qui sont super chouettes. La dernière, c'est « Pourquoi un leader doit être exemplaire ?» Ça peut aider, ça peut nous aider aussi à progresser chaque jour. Elle est directrice de la Leadership Academy for New Futures à EM Lyon. Vous pouvez également la découvrir dans le numéro 4 du fil. Bienvenue à Tessa Melconian. Tessa, bienvenue. Je te confie le micro pour 1 heure qui va s'annoncer passionnante. On se retrouve tout à l'heure. Merci Bruce. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, de voir des visages familiers, des anciens camarades de promo, des anciens étudiants, des anciens participants. C'est une vraie joie. Je suis aussi ravie d'avoir l'occasion de vous présenter un projet qui nous tient à cœur, la Leadership Academy for New Futures, que nous avons lancé il y a quelques mois, avec un collectif de professeurs de EM Lyon en stratégie, en management et en leadership. L'objectif pour nous de la Leadership Academy, c'est d'accompagner et de préparer au mieux les leaders dans l'exercice de leurs fonctions, dans un contexte, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais quand même particulièrement complexe, que d'aucuns nomment en permacrise. Donc un contexte dans lequel de multiples ruptures, de multiples, on va dire, rencontres avec différents types de limites, invitent les organisations à revoir drastiquement leur modèle, business model, modèle d'organisation, mais aussi peut-être nous invitent à revoir notre propre gestion de nos limites énergétiques. Donc, simplement, nous ne couvrons pas l'ensemble du spectre du leadership, bien entendu, qui est très vaste. Nous avons à cœur de promouvoir des nouvelles pratiques, d'encourager, de vous donner à connaître aussi les entreprises, les leaders qui bougent sur 3 types essentiellement de sujets, sont ceux que nous couvrons. Le premier, c'est comment gérer stratégiquement votre énergie et votre attention en tant que leader. Pour nous, c'est très important. Les chiffres sont sans équivoque dans le monde. La plupart des leaders aujourd'hui exercent leur métier dans un niveau d'énergie particulièrement bas. Si vous lisez le dernier rapport Gallup 2024, vous voyez que 25% des dirigeants dans le monde sont proches d'un burn-out ou sont extrêmement fatigués de manière régulière. Et c'est un vrai sujet parce qu'en même temps, les leaders doivent penser de nouveaux futurs. Okay ? Donc la question de comment gérer son agenda, comment libérer son énergie et comment améliorer la qualité de son attention est devenu un élément critique. Deuxième sujet sur lequel nous travaillons, ce sont les leviers collectifs. Dans la Leadership Academy, nous ne croyons pas que la solution sera individuelle, elle sera forcément collective. Et en même temps, aujourd'hui, nous sommes dans une crise de l'engagement sans précédent dans le monde. Les niveaux d'engagement sont au plus bas dans tous les pays, avec une mention particulière pour l'Europe et la France. Donc vous êtes des dirigeants, vous êtes des leaders, vous devez engager des changements majeurs pour faire face aux défis que nous amène le contexte, et nous le faisons avec des équipes qui sont fatiguées et des équipes qui sont pour beaucoup d'entre elles désengagées. Et bien sûr, le dernier sujet que nous abordons, c'est comment réconcilier le système Terre et le système humain à travers des stratégies concrètes qui sont au bénéfice des 2 systèmes, okay, pour sortir à la fois des potentiels risques de greenwashing, tout en nous assurant quand même que nous faisons évoluer nos systèmes. Donc voilà les 3 thématiques sur lesquelles nous travaillons. Et nous avons, pour faire ça, 3 armes, ou 3 façons de le faire. La première, c'est créer de la connaissance. Donc vous pouvez effectivement lire nos ouvrages, il y a un stand de librairie, vous pouvez découvrir le genre de sujet que nous traitons au sein de la Leadership Academy. La diffusion de ces savoirs. Pour nous, c'est important de prendre la parole à travers des médias grand public pour parler de la question du leadership. Le management, c'est la sociologie du XXIe siècle. Les grands défis
de survie de nos organisations se trouve dans la question du management et du leadership. Ensuite, nous avons une dimension très importante de partenariat. Donc, nous travaillons avec des entreprises pionnières qui innovent sur une de ces 3 dimensions. Comme par exemple, nous avons un très beau partenariat aujourd'hui avec Schneider Electric qui a un projet de très grande envergure autour de l'allocation de l'énergie de leurs collaborateurs et dirigeants au service de la construction de nouveaux futurs. Donc nous sommes ravis d'être partenaires avec eux, à la fois de promouvoir leurs pratiques, de les partager avec vous, voir si elles peuvent avoir du sens pour vous, et aussi, nous aussi, d'essayer de les accompagner à travers ce que la science et la recherche nous proposent aujourd'hui. Et la dernière, évidemment, de nos armes, c'est la diffusion de ce savoir dans nos dispositifs d'accompagnement, à travers classiquement nos séminaires d'executive education ou de sur-mesure. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous propose 3 temps qui sont autour des 3 sujets que nous abordons ensemble. Et ce que je vous propose, c'est d'inviter à me rejoindre sur scène mes collègues et leurs invités, Thierry Pic et Pauline Salagnac. Pierre-Jean Blazevich, qui est mon invité sur la question de l'écologie personnelle. Et Thomas Gauthier et son invité Bruno Clément. Bonjour à tous. Pour ce premier Connect qui vous réunit, je vous propose qu'on commence par le collectif, les forces du collectif. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Pauline. Pauline, peut-être peux-tu te présenter rapidement pour les gens qui éventuellement ne te connaîtraient pas. On va parler sport, hein, on va le dire tout de suite, dans l'héritage des Jeux Olympiques, le collectif, le sport, ça va bien ensemble. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous pour partager ce petit moment. Donc, je me présente, donc, je m'appelle Pauline Salagnac. J'ai eu la chance d'être basketteuse professionnelle pendant de longues années. J'ai fait 19 saisons en professionnel et j'ai eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France à 42 reprises avec des médailles à la clé. Comme tu es modeste, tu ne le diras pas, mais oui, on peut l'applaudir. Pauline est la 2e marqueuse du championnat de France, tout temps confondu, toute période confondue, avec plus de 4000 points en fait, marqués. Alors elle a aussi un autre palmarès, hein. Elle est diplômée, vous l'avez vu, de l'école, de l'Executive Master 2021. Et aujourd'hui, ta fonction, Pauline ? Et aujourd'hui, j'occupe la fonction de directrice sportive, donc au LDLC Asvel Féminin et directrice des opérations. Parfait, donc on va parler du collectif sous l'angle de 3 prismes que je te propose. On va commencer par le sport, hein, parce que le basket est évidemment un sport collectif. Donc qu'est-ce que ça veut dire jouer ensemble au basket ? Voilà, comment ça s'exprime sur le terrain ? C'est le fondement de tout, c'est un sport collectif et c'est vraiment ce qui est essentiel et ce qu'on cultive au quotidien. On le cultive pour ceux qui ont regardé des matchs de basket. Vous voyez souvent une joueuse qui lève et qui annonce des systèmes de jeu. Notre collectif, il est basé sur le terrain, sur le travail de système de jeu pour mettre en lumière les individualités et utiliser la force de chacun au bon endroit. Et donc c'est tout l'enjeu de notre manager, de notre coach, quand on compare le sport et l'entreprise, de savoir construire les systèmes qui permettront de mettre en lumière les qualités et les compétences de chacune des joueuses et donc de faire briller le collectif. Et alors pour qu'on comprenne bien, par exemple, est-ce qu'il y a un certain nombre de combinaisons types ? Combien ? Est-ce qu'elles changent pour chacun des matchs ? Il y a énormément de combinaisons possibles, il y a énormément de systèmes de jeu. Après, en fonction de l'analyse de l'adversaire, on va adapter des stratégies. Et donc, ça nécessite aussi chez les joueuses une analyse fine de l'équipe adverse par l'outil vidéo, et ça c'est aussi une évolution de notre sport. Il y a du temps terrain, mais il y a aussi de l'analyse vidéo qui permet de réajuster et de changer certaines tactiques en fonction des adversaires et aussi en fonction de notre équipe, puisqu'on est sensible aussi à des aléas qui peuvent être la blessure d'une joueuse, donc il faut restructurer l'équipe pour vraiment valoriser chacun et faire que le collectif performe. Donc j'imagine que ça c'est le travail des entraînements où on fait de la répétition de ces mécanismes. Bien sûr, il y a beaucoup de répétitions pour que ça devienne des automatismes et que n'importe quelle joueuse puisse être parce qu'on joue à 5 et donc on a 10 joueuses à peu près et donc c'est savoir aussi quelles joueuses ont des affinités pour pouvoir les positionner ensemble sur des systèmes où elles vont se retrouver. Donc ça c'est tout le travail qui va se faire au quotidien dans les entraînements terrain.
Une belle analogie pour l'entreprise, parce qu'il y a ceux qui jouent et il y a ceux qui sont prêts à jouer. Et du coup, le collectif, il est élargi et ne se limite pas aux 5 joueuses sur le terrain. Exactement, et c'est tout l'enjeu de notre coach, de valoriser chacune des joueuses en fonction de leur qualité et de leur rôle, pour qu'elles se sentent vraiment impliquées dans le collectif, parce qu'à un moment donné, on aura besoin de tout le monde. Il y a toujours cette incertitude de la blessure ou du réajustement, et donc c'est important que chacune puisse trouver sa place, et que le collectif booste aussi les individus, et c'est ce qu'on peut voir parfois dans des situations avec l'absence d'une joueuse majeure, où d'autres joueuses endossent des responsabilités pour pallier à cette absence-là. Et alors, est-ce que le collectif se limite au terrain, aux combinaisons, à la technique, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de traiter le collectif dans une équipe de sport? Aujourd'hui, nous, on part du terrain, mais c'est tout ce qui se passe aussi à côté, très important. On travaille autour d'ateliers sur la cohésion, sur la connaissance de l'autre, donc avec un coach certifié qui nous accompagne au travers de ces ateliers. Et c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, mais chaque nouvelle joueuse qui rejoint notre effectif, elle passe un test de personnalité pour aussi permettre, elle, de se connaître, savoir dans telle situation comment elle va réagir, et puis permettre aussi à son coach de la manager de la meilleure des manières et de pouvoir cohabiter avec les autres joueuses. Et donc ça, dans le collectif et le vécu, quand on est amené à vivre toute une saison ensemble, c'est important de bien se connaître pour aussi avoir les comportements adaptés en fonction des personnalités. Donc collectif sur le terrain, en dehors du terrain. Je voulais terminer cette petite séquence sur le collectif dans le jeu, sur peut-être une anecdote que tu pourrais nous raconter sur la force du collectif. Ça veut dire quoi concrètement de ton expérience? Pour moi, la force du collectif, je la caractérise par le fait d'ensemble, on est toujours plus fort et on peut soulever des montagnes. Et dans mon expérience, j'ai eu l'opportunité de jouer à Bourges, et on jouait contre des équipes très très reconnues avec des grandes stars. Et on a réussi à gagner des matchs essentiels parce qu'on avait une force collective, parce qu'on avait un collectif qui était huilé, où on avait beau peut-être individuellement avoir moins de qualité que nos adversaires, mais ensemble, on trouvait les solutions, et c'est par le collectif qu'on arrivait à gagner. Superbe. Alors, deuxième prisme que je voulais regarder avec toi, c'est l'organisation, le club en tant que tel. LDLC Asvel Féminin a la particularité d'être une entreprise à mission. Explique-nous d'abord pourquoi, d'où ça vient et comment ça s'est développé. On a adopté le statut d'entreprise à mission en 2022, et ça a été nourri aussi malheureusement de certains obstacles qu'on rencontre, et la crise du Covid nous a justement challengé à ce niveau-là, parce qu'on était face à une incertitude qu'allait devenir le sport de haut niveau féminin. Et face à ça, on dit souvent qu'il y a des obstacles, mais c'est aussi source d'opportunités. Ça a été pour nous l'opportunité de se poser, de prendre le temps et d'aller au bout de nos convictions. On était déjà un club qui était engagé avec beaucoup d'actions, et notamment sur la performance au féminin. Mais là, c'était comment aller plus loin et vraiment l'inscrire dans nos statuts. Et donc, on a sollicité toutes les parties prenantes du club pour aussi voir en eux et les intégrer à ce process, et voir en eux ce qu'ils appréciaient dans notre club, ce pourquoi ils étaient fiers d'adhérer à notre projet. Et donc, c'est ensemble qu'on a construit notre projet et qu'en est découlé notre raison d'être, qui aujourd'hui est LDLC Asvel Féminin, mais sa passion au service de la société, afin que chaque petite fille, chaque femme puisse réaliser ses rêves et devienne la capitaine de sa vie. Et alors, pour qu'on se rende bien compte, au-delà de la dimension sportive, concrètement, vous faites quoi? Oui, on peut applaudir, parce que le premier club professionnel français a adopté ce statut. Concrètement, sans aller trop dans le détail, c'est quoi les activités hors sport qui nourrissent ce statut? Aujourd'hui, c'est une diversité d'activités et d'actions qui vont être autour de la transmission aux nouvelles générations des valeurs du sport dans le développement. Ça va être l'ouverture du champ des possibles aux femmes sur le fait qu'aujourd'hui, en tant que femme, on peut faire tous les sports, mais aussi tous les métiers. Et donc, c'est accompagner ces femmes dans du coaching individualisé autour de la confiance en soi et de l'orientation, pour justement leur permettre d'oser faire ce pas en avant et endosser certaines responsabilités. Voilà. Donc une démarche collective, tu nous en parlais, qui a aussi associé du coup des partenaires qui ne sont pas forcément venus pour la dimension sportive, mais aussi pour du coup ces actions spécifiques, c'est ça? Exactement. Notre réflexion en adoptant ce statut, c'était avoir aussi plus d'impact dans la société, au-delà du terrain de basket, pouvoir avoir un impact et donner du sens à nos actions,
pour, d'une certaine manière, aussi fédérer nos collaborateurs, donner du sens dans un projet où ils se reconnaissaient à travers nos valeurs. Et ça, c'est quelque chose, on parlait tout à l'heure de l'engagement. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir engager nos collaborateurs et qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on porte. Et donc, c'était l'enjeu d'adopter ce statut d'entreprise à mission et de pouvoir embarquer aussi toute une diversité de partenaires qui peut-être ne sont pas fans de sport, mais qui, de par notre engagement, avaient envie de nous soutenir. Et aujourd'hui, on a des nouveaux partenaires qui nous rejoignent, non pas pour des sponsorings habituels du sport de haut niveau sur des maillots ou de la visibilité, mais qui nous rejoignent pour monter ensemble des projets à destination pour sensibiliser contre les inégalités, etc. Donc on porte des projets qui sont au-delà du sport en soi. Ce qui est d'ailleurs le cas d'OM Lyon, puisqu'on est partenaire de LDLC Asvel aussi autour de ces questions-là. Et alors, dernier sujet, dernière étape, l'idée c'est d'aller encore un peu plus loin avec le fait de passer d'entreprise à mission à club à mission. Alors, c'est pas que de la sémantique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi les perspectives ? Aujourd'hui, on a le statut d'entreprise à mission et quand on parle de club à mission, c'est pas juste porter des actions et aller au bout de nos engagements, c'est aussi que chacun au sein de notre entreprise incarne cela et on parlait tout à l'heure de la notion de capitaine de sa vie, c'est comment moi, à l'Asvel féminin, je peux être directrice sportive, directrice des opérations, mais avec ces valeurs-là et l'incarner et le décliner dans tout ce que je vais développer et toutes les opérations ou les actions que je vais mener. Et donc ça, aujourd'hui, la nouvelle étape, c'est vraiment faire en sorte que chacun puisse s'approprier le projet. Et si on prend un petit peu la partie émergée de l'iceberg, qui est l'équipe professionnelle et l'équipe qui performe, c'est que chacune des joueuses s'approprie le projet, s'engage à nos côtés, soit source aussi d'initiatives sur des projets ou des causes pour lesquelles elle voudrait s'engager à nos côtés. Et c'est vrai qu'en tant que directrice sportive, je suis chargée du recrutement et cette année a été un tournant aussi dans notre recrutement et notre composition d'équipe. Certes, j'ai recruté des profils en fonction de leurs compétences, de leur qualité, mais aussi en fonction de leurs valeurs, de leur qualité humaine, parce que c'était important qu'elles soient en adéquation avec notre projet et qu'on soit tous alignés. Et c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de faire, qui est un alignement total au sein de la structure. Ce qu'on comprend, c'est au-delà des actions, c'est un état d'esprit partagé par tous. Et il y a eu un moment référence qui l'a bien démontré il y a 15 jours. Hein. Je crois que tu peux nous expliquer ce moment en particulier ? Oui, donc c'est vrai que c'est une nouvelle saison où il y a beaucoup d'ambition, mais un renouveau puisqu'on a changé notre effectif à 80%. Donc c'est une nouvelle dynamique sur 3 ans. Et donc il y a quelques jours, on rencontrait l'une des références aujourd'hui sur la scène française, qui est l'équipe de Basketland. Et on a eu ce sentiment où tout était aligné et on était dans la bonne direction, que ce soit par nos partenaires, par l'énergie qui se dégageait de cette salle et aussi l'engagement de nos joueuses sur le terrain. Ça s'est fini par une victoire, mais au-delà de la victoire, c'était plus cette énergie qui se dégageait où on se disait on est dans la bonne direction parce qu'aujourd'hui tout le monde adhère, nos partenaires adhèrent, peu importe le résultat, parce que les valeurs sont là et il y a ce partage et on parle de collectif. Mais je pense que collectif, c'est aussi accepter de partager et d'accepter de se dire qu'on est plus fort, bien plus fort ensemble. Et ça j'en suis convaincue. Donc on vous invite à venir voir un match parce que ce que vous avez compris, c'est plus que du sport et du basket. Vous allez rentrer dans un état d'esprit. On dit 2 mots sur le 12 janvier ? Oui, bien sûr. Le 12 janvier, on a la chance d'intégrer la salle du Palais des Sports de Gerland. Donc, ça va être notre nouvelle maison résidente. Donc, on a notre premier match qui va se dérouler le dimanche 12 janvier au Palais des Sports. Donc, ce sera une belle fête. On veut en faire une fête. On veut justement sensibiliser tout notre écosystème pour mener aussi, faire que cette opération soit belle. Et donc, on va faire une grande journée. Donc, bien évidemment, si vous aimez le basket, si vous aimez les clubs engagés, venez nous soutenir avec grand plaisir. Ce sera toujours un plaisir d'accueillir le maximum de personnes. Alors, oui, on peut applaudir Pauline, bien sûr. Donc, on vous attend nombreux, le 12. Pour terminer cette séquence, simplement, le parallèle entre le sport, le leadership, le management, il est assez évident. Et dans notre ambition de publier aussi et de faire connaître, je fais 2 minutes de pub pour vous parler de ce bouquin, mais il y en a d'autres, qui lie sport et management avec 18 histoires de champions, connus ou moins connus, et notamment l'histoire de LDLC Asvel féminin, commentée par des dirigeants. Et créer ce dialogue entre des univers et des mondes différents est aussi une façon de voir le leadership autrement. Donc c'est ce qu'on a voulu montrer aussi par ce démarrage de table ronde. Merci beaucoup, Pauline, de ta présence, et merci à tous. Merci à tous.
Merci beaucoup. C'était une très belle illustration aussi que la crise de l'engagement n'est pas sans solution et que les organisations ont pour mission de trouver aussi les conditions d'émergence de collectifs qui sont forts, et les individus sont toujours très soucieux de faire partie de collectifs forts. Donc ça, merci pour ce témoignage. Maintenant, c'est un témoignage sur la question de l'écologie personnelle, qui est la question de la manière dont on va préserver nos ressources énergétiques et où est-ce que nous allons mettre en tant que leader notre attention, quels enjeux stratégiques nous allons couvrir. Et pour ça, je suis ravie aujourd'hui d'avoir à mes côtés Pierre-Jean Blazevich, qui est directeur général d'une ETI spécialisée dans les services à l'industrie, à Marseille. C'est bien ça. Voilà, ingénieur de formation, mais aussi diplômé du MBA de M Lyon 2019. Exactement. Voilà, et aujourd'hui dans une nouvelle poursuite en termes d'études, dont tu nous parleras un peu plus tard. Est-ce que, moi j'avais envie de vous proposer un témoignage autour de ce que stratégiquement nous pouvons faire justement pour améliorer notre écologie personnelle. Donc, qu'est-ce que tu as fait ces dernières années, Pierre-Jean, sur ce sujet? Est-ce que tu as été actif? Alors, ces dernières années, j'ai pas mal changé mes pratiques managériales. Je les ai beaucoup fait évoluer. Alors, tout d'abord, pour améliorer mon écologie personnelle, j'ai beaucoup travaillé sur l'agenda. Je suis devenu intraitable sur les heures de début de réunion, tous les événements qui sont dans l'agenda, les heures de fin également de réunion. Il faut savoir qu'en France, près de 37% des réunions commencent en retard. Donc c'était un véritable gisement de gain de temps, en fait, et qui vient amener du confort pour sa propre écologie personnelle. Ensuite, toujours concernant l'agenda, je gère mes priorités différemment. Je vais prendre un exemple. Tout d'abord, je place tout en haut de la pyramide. Ma première priorité, c'est ma propre santé physique et mentale. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne pourra pas s'occuper des autres, on ne pourra pas s'occuper de son équipe. Je vais vous donner un petit exemple, une petite anecdote, pas très heureuse malheureusement. Mais c'est un confrère et par ailleurs ami qui avait un rendez-vous chez le dermatologue de prévu, qu'il a repoussé à plusieurs reprises. À chaque fois, il avait une bonne raison professionnelle de la repousser. Un conseil d'administration, un rendez-vous avec un client, une réunion importante, peu importe. Et 2 ans après qu'il ait pris son premier rendez-vous, il a enfin été à son rendez-vous et on lui a dépisté une maladie grave. Très grave, et on lui a posé la question: mais monsieur, pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Et que peut-on répondre à cette question? J'avais un conseil d'administration, j'avais un rendez-vous avec un client. Non, c'est pas possible. Donc la première priorité dans l'agenda pour moi, c'est ma propre santé, et ensuite celle de mes collaborateurs, parce que comme on dit dans les briefings dans les avions, il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur son propre nez avant de pouvoir le mettre sur celui des autres passagers pour pouvoir les aider. Ok, donc du coup, toi, sur les horaires, tu es devenu intraitable. Oui, et d'ailleurs, pour le faire, il faut être parfaitement exemplaire, du coup. Ouais. Donc je ne saurais trop vous conseiller le livre de Tessa Melkonian sur pourquoi un leader doit être exemplaire. C'est un excellent bouquin. Qui aborde d'ailleurs ce sujet. Et ça marche? Tu as constaté une amélioration au niveau un peu de ton organisation? Parce que tu nous as pas dit la taille de ton ETI, mais tu pourrais quand même nous en dire quelques mots, parce que le scope de tes responsabilités est quand même important. Oui, le scope, c'est 450 personnes en fait, basées essentiellement dans le sud de la France. Voilà, et 3 filiales, une maison mère et 3 filiales. Ok. Donc du coup, l'écologie personnelle, ça passe par l'agenda, mais est-ce que c'est seulement le temps, de ton point de vue? Non, c'est pas seulement le temps. En fait, le temps que dégage l'amélioration de la gestion de l'agenda, il doit être utilisé pour soi, pour travailler moins stressé, mais pas pour en faire plus en fait. Plus de quoi, tu veux dire? Plus de travail, plus de croissance. Je pense qu'on en parlera après. Mais, ou plus de la même chose? Ou plus de la même chose, effectivement, okay. Tout à fait. D'accord. Donc toujours dans l'agenda. Après, deuxième priorité, la famille.
Et quand je dis la famille, ce sont les événements familiaux qui se superposent avec l'agenda professionnel. Il ne faut pas les manquer. Il ne faut pas les manquer parce qu'en tant que dirigeant, on est assez pris par ailleurs pour ne pas passer à côté de ces moments-là, pour se fabriquer des souvenirs avec sa famille, et parce qu'elle est mise à contribution tout le reste de l'année. Donc il ne faut pas céder là-dessus, et j'encourage d'ailleurs mes collaborateurs à faire de même. Là, encore une fois, il faut être exemplaire. Ok. Alors, effectivement, quand on parle de ça, ou même quand je vous citais le projet avec Schneider Electric, hein, quand on travaille avec des dirigeants qui ont en moyenne entre 6 et 12 meetings par jour, on voit déjà tout de suite que le retard de chaque meeting, ça va poser un problème de fin de journée. Est-ce que tu penses qu'un dirigeant aujourd'hui a la possibilité de dire non? Je te pose la question comme ça parce que c'est souvent comme ça qu'on me la pose, c'est-à-dire a-t-on le choix? Est-ce que toi, tu as dû faire des choix? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce qu'on peut être tenté parfois de se dire c'est juste impossible. Et j'enchaîne les réunions et puis avec un peu de chance, je vais tenir. Alors il y a deux volets à la réponse, je pense. D'abord dans le liberté, égalité, fraternité. Le liberté, pour moi, c'est liberté de choix. Donc oui, on a le choix, c'est certain. Ensuite, à titre personnel, j'ai fait le choix de travailler dans une structure familiale avec des objectifs à long terme. Et la vision, c'est vraiment la pérennité. Donc ce n'est pas le résultat à l'instant T, ce n'est pas cadencé par la bourse. Voilà, c'est une société indépendante. Et donc, oui, on a le choix. On a le choix de travailler dans une entreprise avec des valeurs qui permettent de dire non, tout simplement. Donc peut-être parfois pour certains, améliorer son écologie personnelle, ça passe par un choix, on va dire, de contexte professionnel particulier. Oui, je pense. Il ne faut pas avoir peur de changer. Oui, tout à fait. Et puis, il semble parfois que dans la vie des dirigeants, il y ait des sources qui prennent du temps, qui semblent très difficiles à diminuer, notamment les besoins de tes collaborateurs, tes équipes, tes administrateurs. Qu'est-ce que tu as fait à ce sujet? Alors là, c'est pareil, ça touche directement l'agenda, mais c'est apprendre à dire non. Non aux vampires, non aux divas, okay. Et non aux donneurs de leçons. D'accord. Alors pour ceux qui ont un peu de mal avec le nom, je peux vous conseiller un livre de William Ury, Savoir dire non. Très intéressant. Alors les vampires, c'est ceux qui viennent te pomper de l'énergie, qui ne t'apportent strictement rien, et à qui tu ne peux rien apporter d'ailleurs. Et je suis certain que vous en avez tous dans votre entourage, beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Ensuite, il y a les divas. Les divas, c'est les personnes que je qualifierais un petit peu de chevaux de course, mais qui restent à l'écurie. Donc, ils sont réputés excellents, mais on les a jamais vus travailler. Et ils ont toujours une bonne raison pour ne pas travailler, et ils ont toujours une demande particulière qu'on ne peut pas honorer, et donc on ne les voit pas à l'œuvre. Donc ceux-là, si j'ai un conseil à vous donner, séparez-vous-en rapidement, c'est ingérable. Et surtout, ne leur accordez pas de temps, c'est inutile. Et la dernière catégorie, c'est les donneurs de leçons, c'est tous ceux qui viennent vous expliquer comment faire mieux votre travail, pourquoi vous ne le faites pas bien, ou qui ont toujours tout un tas de bonnes solutions. En général, ils n'ont pas fait le 10e de ce qu'on a fait. Et là, c'est pareil, j'ai pas de temps pour ces personnes, ou alors je leur dis, écoutez, c'est simple, je pars une semaine en congé, voilà les clés du bureau, les mots de passe de l'ordinateur, le bureau des syndicats, c'est là-bas, débrouillez-vous avec ça, et là, en général, il n'y a plus personne. D'accord, ok. Donc on voit que... oui, c'est ça. Donc voilà, en bannissant ces 3 types de profils, on récupère énormément de temps. Très bien, très bien. Ok. Donc là, sur l'agenda, on voit que tu as à la fois réduit des activités pour dégager du temps, tu as sécurisé des blocs santé, des blocs famille qui te redonnent de l'énergie ou qui te permettent de la conserver sur la dimension. Et est-ce que tu as fait d'autres choses pour pas qu'on limite effectivement cette notion d'écologie personnelle au temps? Je sais que tu as eu des activités autour du développement de tes compétences également. Oui, alors ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on
on parle ici d'écologie personnelle et de récupérer du temps, un petit peu de confort. Mais j'ai essayé de me former. Alors, je reboucle avec le sujet précédent. J'ai dit non au donneur de leçons. Donc ça peut paraître un peu prétentieux. Je dis, oh, lui, il ne veut pas se remettre en question. Non, ce n'est pas du tout ça. Moi, je suis OK pour la remise en question. Je me suis formé à plusieurs reprises au sein de ma carrière. Mais c'est moi qui ai choisi mes formations en fonction de mes carences, en fonction de mes aspirations. Et donc, j'ai effectué un executive MBA à l'EM Lyon, ce qui explique ma présence ici aujourd'hui. Je suis actuellement doctorant en sciences de gestion, donc voilà, en 3e année, et c'est un peu compliqué en parallèle du travail. Et tout ça pour dire que la formation, ça permet quoi? Ça permet de monter en compétences, de prendre du recul, de laisser ses équipes à distance et du coup de les faire grandir. Et on se rend compte qu'il y a des talents qui émergent. De permettre de mieux déléguer, puisqu'on délègue des tâches entières et pas des portions de tâches. Hein. Ce n'est pas de la délégation poubelle, c'est de la véritable délégation. Et donc, si je devais résumer, quand on revient de formation, on peut considérer ça comme un réel investissement, on revient un petit peu amaigri, mais surtout beaucoup plus musclé. Ok, merci beaucoup pour cet exemple, parce qu'effectivement, pour faire face aux nouveaux défis, il nous faut de nouvelles compétences, et parfois il nous faut pousser à un degré plus important l'autonomie qu'on donne à nos équipes, parce que c'est un sujet qui est loin d'être évident. Ce degré d'autonomie, on est tous au courant, mais le donner réellement, aller jusqu'au bout du process, ça c'est parfois plus difficile. D'accord, as-tu d'autres investissements ou des conseils pour d'autres investissements? Des conseils, non, mais ce que j'ai pu remarquer dans le recrutement, c'est aussi une évolution de mes pratiques managériales pour améliorer toujours cette écologie personnelle. Auparavant, j'étais très soucieux de ne pas laisser un poste vacant. Je ne voulais pas commencer un projet sans que l'effectif soit au complet. Je ne voulais pas que les équipes soient en souffrance, ou moi-même d'ailleurs, parfois. Et donc, je recrutais en essayant de me convaincre que le profil était le bon. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Et c'est extrêmement de souffrance quand on s'aperçoit qu'on a fait un mauvais casting. Hein. Le recrutement, c'est quelque chose quand même d'assez complexe. Donc, aujourd'hui, tant pis pour les périodes un petit peu sombres de souffrance. Si je ne suis pas convaincu que la personne est la bonne, tant pis, on va tous souffrir ensemble. On va partager cette souffrance. Mais on ne va pas recruter quelqu'un par défaut. Et donc, si j'avais deux petites leçons, en tout cas, qui m'appartiennent, c'est que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et la première impression est la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Ok. Et on voit bien l'écho avec ton commentaire, hein, Pauline, sur le fait que faire rentrer des individus dans un collectif, c'est quelque chose qui est subtil, parce que justement, quand on croit à la force du collectif, on est obligé d'avoir ce soin-là. Mais toi, tu nous rappelles que parfois, il faut tenir le temps de le ou la trouver, même si ça ne n'arrange pas notre agenda à court terme. Ok, très bien. Donc on voit, tu libères du temps, tu te formes, tu deviens très attentif à un certain nombre de choses. Est-ce que tu as aussi des pratiques, on va dire, sur ton énergie physique, mentale, spirituelle, si on ose ce mot en France, mais osons-le ce soir, ou pas ce soir, cet après-midi. Est-ce que tu fais quelque chose? Oui, alors il y a une quatrième... Alors, ce n'est pas une pratique managériale, hein, c'est un petit peu plus ésotérique, mais je pratique la méditation de pleine conscience depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, c'est une méditation laïque qui a émergé aux États-Unis dans les années 70 et en France il y a une vingtaine d'années environ, assez diffusée par Christophe André. Voilà, c'était mon livre de référence, Méditer jour après jour, qui est un psychiatre de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et donc c'est une méditation dont les bénéfices ont vraiment été prouvés, très documentés par la science. Et donc elle permet quoi? Elle permet de réduire son stress par la baisse du cortisol d'environ 25%, ce qui est énorme. Elle permet d'améliorer le sommeil. Elle permet de baisser la pression artérielle.
et la prévention du burn-out. Et tout ça avec une pratique de 10 minutes par jour. Tout ça pour une pratique de 10 minutes par jour, oui. Mais ce qu'elle permet vraiment, au-delà de tout ce qui est physiologique, c'est de se concentrer sur l'instant présent. Parce que l'instant présent, c'est le moment de l'action. Et la pratique de la méditation de pleine conscience évite de se tourner trop vers les ruminations ou vers la suranticipation. Je pourrais illustrer ça par le philosophe Pascal qui disait que chacun examine ses pensées, et les trouvera toutes occupées au passé et à l'avenir. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et nous disposons toujours à être heureux. Il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Okay. C'était en 1652, donc voilà, on voit que ce n'est pas un sujet très nouveau. Ouais. C'est très intéressant, cette question de pouvoir revenir dans le focus du moment présent. Juste pour vous donner aussi un autre exemple du partenariat qu'on mène, quand vous êtes en meeting, vous en avez 6 à 12 par jour. Si vous regardez vos mails en même temps que vous êtes en meeting, ça va dériver vos pensées, soit sur le passé en vous disant « Ah ça, j'en étais sûre, j'aurais dû faire quelque chose », ou bien ça va vous amener aussi sur le futur. Donc parmi les pistes de travail aujourd'hui que nous avons, c'est de maximiser le temps du focus dans le présent pour maximiser votre performance et votre énergie. Parce que bien entendu que cette notion d'écologie, elle est au service de l'action. On n'est pas simplement en train de parler d'un bien-être unique, c'est un bien-être au service d'un fonctionnement, d'une structure, d'une responsabilité. Ok, très bien. Et je sais aussi que parmi les choses que tu as abandonnées, il y a des pratiques managériales. Voilà. Oui, alors je peux en dire 2 mots. J'ai arrêté de pratiquer un type de management dont j'étais très fier. C'est le management, ma porte est toujours ouverte. Okay. Je ne le renie pas parce qu'il fonctionne très bien en fait, parce que vous êtes dirigeant, on vient vous voir uniquement pour vous apporter des problèmes. Et si vous faites preuve d'écoute active, et si vous prenez suffisamment de temps, 80% des personnes qui viennent vous voir avec un problème repartent avec la solution. Soit ils l'ont co-construite avec vous, soit ils l'avaient en tête, ils souhaitaient simplement une écoute, soit ils ont eu l'idée de la résolution du problème pendant l'échange. Donc c'est extrêmement efficace, puisque, j'allais dire, sans rien faire, entre guillemets, on arrive à résoudre 80% des problèmes, donc c'est assez génial. Le bémol, c'est que ça prend énormément de bandes passantes et que c'est un puissant fond de consommation d'énergie. Donc j'ai arrêté de procéder de cette façon-là et j'ai continué quand même, enfin je continue en ce moment de le faire, mais avec un code très simple. Ma porte est ouverte, je continue, tout le monde est le bienvenu. Ma porte est fermée, inutile de frapper, je ne l'ouvrirai pas, et je me consacre à faire des tâches de fond, puisqu'on sait tous qu'une tâche réalisée en continu est beaucoup plus rapide que de la morceler en plusieurs tâches, ce que je faisais auparavant, et qui me consommait de la bande passante, en plus de recevoir les personnes avec leurs problèmes. Et évidemment, tout ça, c'est pour reboucler avec les fameux vampires, divas et donneurs de leçons, ce qui m'a permis aussi d'arrêter de recevoir tout le monde, c'est de faire un peu de sélection. Voilà. D'accord. Bah, effectivement. Et si tu avais, parce que ça acceptait de déplaire aussi momentanément, de déplaire à nos équipes, de changer des pratiques de management, est-ce que tu as un petit mot, une suggestion, une lecture, parce que tu en avais déjà, pour nous aider à trouver le courage de parfois être perçu comme insatisfaisant, mais en même temps de continuer sur ce chemin de l'énergie? Je n'ai pas vraiment de lecture, mais moi, mon seul conseil, c'est évadez-vous de votre quotidien. Pour moi, ça a été la formation. Pour d'autres, ça peut être autre chose, mais prenez de la distance. Voilà. C'est vraiment ça le maître mot, c'est la prise de distance. Même en tant que dirigeant, tu peux laisser ta structure, malgré toutes tes responsabilités, et prendre un peu de distance. Oui. Ok. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer la parole à notre dernier duo.
Merci Tessa et merci à nos 4 premiers intervenants et intervenantes. J'ai le plaisir maintenant d'être assis à côté de toi, Bruno. On s'est rencontrés il y a un petit peu moins de 7 ans. Est-ce que tu peux nous rappeler les circonstances dans lesquelles tu es arrivé à EM Lyon en 2018 ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci déjà pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous pour échanger, partager des expériences, mais également parce que le EM Lyon, c'est un moment très important dans ma carrière professionnelle, mais également dans ma vie. Donc voilà, c'est toujours un réel plaisir de revenir avec vous. Ce qui m'a amené à l'EM Lyon, c'est déjà que j'ai un parcours où j'ai été, moi, athlète en équipe de France de biathlon, donc ski de fond, tir à la carabine. Après, j'ai été entraîneur de l'équipe de France de biathlon pendant une dizaine d'années. Et j'ai travaillé sur la station des saisies après en tant que directeur de station avec la gestion d'un office du tourisme, toute la partie marketing commercial, des activités outdoor, de la partie développement aussi de la station avec la partie urbanisme et puis aussi une gestion de remontée mécanique. Et durant ces années aux saisies, je me suis aperçu que j'avais besoin de retourner en formation pour réapprendre des choses, avoir aussi des outils dans un univers et un environnement qui était quand même incertain, avec des changements climatiques forts. Donc c'est ce qui m'a amené à venir à l'EM Lyon en exécutive MBA avec Pierre Jean, qui était dans ma promotion, et qui était vraiment un moment très important pour moi. Alors on a coutume de dire, toi et moi, qu'en montagne, tout particulièrement, le futur n'habite plus à l'adresse indiquée. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être professionnellement comment est-ce que jusqu'ici, tu essayes, peut-être quotidiennement, peut-être à une autre fréquence, d'ouvrir le champ des possibles et de ne pas limiter ta réflexion managériale à une sorte de futur officiel qui serait prédéterminé. Comment est-ce que tu pluralises les futurs dans ta pratique de dirigeant ? Alors maintenant, je travaille effectivement pour le groupe MMV. Donc MMV, c'est un hébergeur à la montagne. On gère plusieurs types d'établissements, donc des villages clubs, c'est des villages vacances, et également des résidences de tourisme. Et notre métier, effectivement, c'est d'organiser des séjours touristiques pour les clients. Alors c'est sûr que quand on voit les changements climatiques qui arrivent, on est bien obligé de se projeter pour différentes raisons. Déjà, moi, je suis en charge du développement, donc la construction de bâtiments, la rénovation, la réhabilitation aussi, qui est un sujet très important puisqu'on sait que très rapidement, on va arrêter de construire. Et quand vous êtes sur des bâtiments, vous êtes sur des investissements qui sont très long terme, 40, 50 ans, avec des rénovations, des réhabilitations au milieu. Donc il faut déjà se projeter, quoi. Il faut essayer de se dire comment va être l'avenir et faire aussi utiliser le passé, puisqu'on voit bien que dans les années 70, quand le plan Neige a été lancé pour développer les stations de ski de manière massive, avec une volonté d'avoir un tourisme de masse, on a fait des unités qui, au niveau urbanisme, étaient très bien pensées, puisque c'était très concentré, assez haut, des unités assez petites. Mais quand on a un 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés en station, quand vous avez une pratique de ski intensive, ça fonctionne, parce que toute la journée, vous êtes au ski, vous rentrez, vous passez peu de temps dans l'appartement. Voilà. Mais maintenant, quand l'activité ski diminue, vous rentrez dans l'appartement, puis vos attentes ne sont plus les mêmes. Vous n'êtes pas forcément sur un ski sportif, vous êtes sur des séjours touristiques où vous avez besoin de passer du temps entre amis, d'avoir des vrais espaces à vivre dans votre appartement. Et dans un 25 mètres carrés à 4, bon, l'apéritif se fait autour de la table, mais il faut se lever pour aller chercher le verre. Voilà, pour ouvrir la porte du lave-vaisselle, il faut pousser la table. Voire pour déplier le canapé, c'est un peu la même chose. Donc on est obligé de réfléchir justement à long terme. Et on voit bien qu'avec les incertitudes, voilà, on utilise la prospective, que j'avais travaillé avec toi, Thomas, pour envisager des futurs désirables, d'une part, des futurs aussi qui sont plausibles. Voilà. Et ça, c'est des outils de travail, voilà, qu'on utilise assez régulièrement. Et après, on n'a pas la solution, c'est d'envisager des choses et de faire des choix. Et ça, c'est pas simple. Donc là, on le comprend, dans les acteurs de montagne, la porte du bureau des hypothèses est grande ouverte. Est-ce que tu peux nous faire vivre un tout petit peu de l'intérieur les conversations qui ont lieu aujourd'hui entre acteurs de montagne? Est-ce que tu peux nous dire aussi qui sont les acteurs en place sur l'échiquier?
On a probablement à l'esprit des acteurs historiques. Y a-t-il des acteurs émergents qui prennent la parole, qui essayent quelque part d'avoir voix au chapitre et de fabriquer aussi de nouveaux imaginaires? C'est un mot dont tu me parles souvent, l'imaginaire en montagne. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors c'est vrai qu'on a un écosystème déjà qui est complexe dans la gestion d'une station, puisque contrairement à des modèles qu'on peut retrouver au Canada ou aux États-Unis, où en fait la station est pilotée par un groupe qui gère à la fois les remontées mécaniques, à la fois les hôtels, les locations de ski, également les écoles de ski, tout est géré par la même entité, donc les décisions sont plus faciles à prendre et surtout des fois plus faciles à déployer. Nous on a un écosystème où en fait chaque acteur est indépendant, avec un historique en station de ski, avec une gouvernance qui n'est pas simple, puisqu'il y a les gens, on va dire, du cru, les gens qui étaient là à l'origine, puis il y a des gens qui sont arrivés de l'extérieur, avec des confrontations, de dire vous arrivez de l'extérieur et vous êtes en train de nous expliquer ce qu'on doit faire de notre territoire. Donc ça, on voit bien que l'écosystème est très compliqué et c'est pas simple. Donc effectivement, il y a des acteurs qui sont historiques, qui sont les exploitants de remontées mécaniques. Ça, c'est déjà un acteur qui souvent a une force, voilà, parce que déjà il gère effectivement tout l'investissement de la station, puisque le modèle d'une station de ski est basé sur le ski par définition. Et après, il y avait la partie immobilier. Donc on a aussi toute la partie promoteur qui existe. Après, vous avez aussi les élus qui interviennent avec des décisions politiques, les écoles de ski. Alors, on voit bien qu'il y a différents types d'acteurs qui travaillent et qui ont à la fois l'histoire et puis qui doivent se projeter dans l'avenir. Puis on a des petits nouveaux qui arrivent, voilà, des associations qui se mobilisent pour l'avenir de la montagne, qui essayent de se projeter. Il y en a plusieurs, alors pas forcément de la même manière. Voilà, il y a des gens qui sont plutôt dans la revendication, dans l'opposition, avec carrément des ZAD. On l'a vu sur certaines stations, avec des projets qui ont été bloqués. Et le tribunal administratif a tranché. Voilà, donc on fait machine arrière. Puis il y en a d'autres qui sont plus dans la coopération, dans l'explication, dans l'éducation, de se dire la transformation, elle doit se passer, c'est peut-être pas par le blocage. Essayons de travailler ensemble. Donc une fois qu'on a tous ces acteurs, l'idée c'est de discuter et forcément les discussions sont toujours axées autour des changements climatiques, on ne va pas se mentir. Actuellement, alors déjà il y a deux types d'altitude, il y a les stations, ce qu'on appelle villages, qui sont plutôt autour des 1500 mètres, puis il y a les stations d'altitude qui sont à 2000, donc vous imaginez bien que les enjeux et les problématiques ne sont pas les mêmes. Et donc tous ces facteurs climatiques sont des sujets de discussion. Alors la neige, voilà, ça c'est le premier, est-ce qu'elle va arriver, pas arriver? Est-ce que je produis de la neige de culture pour sécuriser mon modèle? Mais après tout de suite derrière, il y a la ressource en eau qui va avec. Comment on l'utilise? Est-ce qu'on la monopolise uniquement pour cette neige de culture? Et je sais qu'elle ne repart pas forcément, elle est toujours sur le même bassin versant, elle reste au même endroit, mais après peut-être que dessous ça va créer d'autres problèmes. Et puis après il y a quand même tous les enjeux qui sont autour, parce qu'on pense souvent qu'à la neige, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la biodiversité qui est à préserver. On a également les phénomènes qui sont les éboulements rocheux, avec le permafrost qui change. Donc les ancrages de remontée mécanique bougent, des routes peuvent être fermées parce qu'il y a des éboulements. Et puis surtout un sujet qui est majeur entre nous dans les discussions, c'est la mobilité, puisque dans un séjour touristique, les gaz à effet de serre viennent principalement de la mobilité, des clients qui viennent en montagne pour passer leur séjour, c'est à peu près 60%. Donc l'idée c'est de se dire qu'il faut impérativement travailler sur cette mobilité. Mais vous voyez bien que tous les acteurs doivent se réunir, travailler ensemble. On le fait souvent, malheureusement pour nous, dans des contextes de crise. Nous, on l'a vécu pendant le Covid, puisque je vous rappelle que voilà, l'hiver qui a suivi la première crise de Covid du mois de mars 2019, les stations de ski ont été fermées complètement. Les domaines skiables, les stations n'étaient pas fermées en tant que telles, mais les domaines skiables étaient fermés. Donc là, on voit bien qu'il y a une entraide et une coopération qui se met en place. Et donc l'idée, c'est de continuer à travailler ensemble pour trouver des solutions et mettre en place des actions pour l'avenir. Alors à travers ce que tu viens de nous dire, moi je note surtout que les questions se multiplient. En altitude, il y a des questions qui concernent la pérennité de modèles économiques qui sont mis à l'épreuve aujourd'hui de ce que l'on a coutume d'appeler les limites planétaires. Tu as parlé de limites en matière d'enneigement, en matière de disponibilité de l'eau, en matière de préservation de la biodiversité. Les questions se multiplient.
Les territoires de montagne, en particulier les Alpes françaises qu'on affectionne particulièrement toi et moi, c'est en train de devenir un véritable laboratoire du monde d'après. Ici, on est une école, ici, on produit de la connaissance à travers la recherche. Si tu pouvais soumettre aux enseignants-chercheurs d'EM Lyon quelques questions que toi, tu te poses et auxquelles tu te dis, la recherche en sciences de gestion a peut-être des éléments de réponse à amener, quelles seraient ces questions? Qu'est-ce que tu souhaiterais, si tu le pouvais, mettre à l'agenda de la recherche d'une école comme EM Lyon qui fait partie du territoire, évidemment, Auvergne-Rhône-Alpes? Alors c'est vrai que l'EM est très implanté à la montagne, il est vraiment toute proche des montagnes, donc le rôle de l'EM est très important, à la fois déjà d'une part dans la formation des futurs managers, puisque des managers qui seront à la montagne sont issus de ces écoles, donc c'est important. Et puis effectivement, ce rôle de recherche, et on le voit bien, on a besoin d'avoir des outils pour travailler et que les outils du passé ne fonctionneront plus. Ça, c'est une certitude et qu'on a besoin de cette ouverture d'esprit. Le plus important, je pense, ça reste pour moi la prospective parce qu'on a besoin, comme je l'ai dit, d'avoir une projection à long terme, les investissements, que ce soit dans l'immobilier de montagne, que ce soit dans les remontées mécaniques ou dans d'autres investissements, sont des investissements qui sont longs et qu'on a du mal à modifier une fois que c'est fait. Notamment, par exemple, quand on a construit les stations, on ne l'a pas toujours fait de la bonne manière. On avait pensé à un système, ce qu'on appelle une grenouillère. Toutes les pistes de ski arrivent au même endroit. Et puis, on a mis tous les immeubles en bas, quasiment au même endroit, avec des galeries commerçantes pour se protéger du mauvais temps. Où on pouvait descendre quasiment en chaussons de son appartement. Et on faisait des commerces. Donc, on voit bien qu'on est sur ces projections long terme. Donc, on a vraiment besoin d'outils de prospective. Je pense que au-delà du modèle économique, c'est aussi la vie sur les territoires qui est important, l'humain, puisque les stations de ski issues du plan neige ont été créées parce qu'il y avait un exode à l'époque, l'exode rural. C'est vrai que sur certains territoires de montagne, si on prend l'exemple de la Tarentaise, une fois que vous avez enlevé l'industrie du ski, parce qu'on va l'appeler comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire là? Donc il y avait l'agriculture. L'agriculture, ça ne nourrit pas tout le monde, et puis c'est une agriculture qui est quand même relativement difficile. Les terrains sont en pente, des métiers qui ne sont pas forcément faciles. Puis encore une fois, après, une fois qu'on a fait le fromage, il faut quand même bien le vendre à quelqu'un. Donc c'est vraiment cet aspect, c'est vraiment sur l'aspect plutôt humain et comment trouver dans les territoires de montagne une manière de continuer déjà à le préserver, ça c'est une certitude, et aussi comment on peut continuer à y vivre. Donc c'est vraiment de nous aider dans ces réflexions pour trouver des solutions à l'avenir, et la prospective est une bonne méthode pour le faire. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui dans les territoires de montagne, et en particulier les Alpes françaises, c'est le contrat social qui a été en fait structuré, comme tu l'as rappelé, avec le plan neige, avec des développements incroyables qui ont permis à une population de sortir de la pauvreté et d'avoir un avenir radieux. Ce contrat social aujourd'hui, il est chahuté, il est mis à l'épreuve des limites planétaires. Dans quelques jours, moins d'une semaine, tu me l'as rappelé en introduction, va être désigné le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques Alpes françaises 2030. Donc si on veut être un petit peu malin ici à l'école, on pourrait très bien monter un cours électif autour des Jeux Olympiques ou dans l'intervalle de temps que nous avons jusqu'à 2030. On pourrait même faire cesser ce cours au moment des Jeux Olympiques. Ça serait le premier cours dont on aurait par avance décidé de la date de péremption. Quelles seraient les compétences que l'on chercherait à faire acquérir aux étudiants qui participeraient à un cours sur le territoire des Alpes françaises en lien avec la préparation de ces JO? Alors, ces JO, ils vont être extraordinaires parce que vraiment, ces grands événements ont la vocation quand même de susciter de l'intérêt, de développer, de permettre de récolter, on va dire, quand même de l'argent, des fonds pour axer sur du développement. Mais au-delà de ça, ça génère un certain engouement et une vraie volonté qui fait que la France se réunit. On l'a vu pendant les JO de 2024, il y a une vraie ferveur. Donc il y aura déjà la réussite sportive qui est primordiale. Il faut que les Français gagnent pour que l'événement soit réussi. Ça, c'est la priorité numéro 1. Et que ça incite aussi les jeunes à faire du sport. On le voit aussi dans le nombre de licenciés qui, après Paris 2024, se mettent au sport parce qu'ils ont vu des belles images et ils ont rêvé. Après, il y aura la mise en avant justement des territoires de montagne. Voilà. Et puis après, il y aura vraiment la transition écologique. Ça, c'est
les Jeux de 92 à Albertville ont servi à un certain temps à développer des infrastructures, à donner une connotation encore plus internationale aux stations de ski. Et c'était une vraie réussite pour ça. Et il y avait aussi des résultats français magnifiques, et particulièrement en biathlon, puisque c'était la première médaille et le premier titre olympique du biathlon français à Albertville avec les filles. Donc c'est vraiment d'acquérir des compétences sur la transition écologique, la manière de penser différemment aussi. Donc c'est vraiment tous ces sujets-là qui doivent être traités par les jeunes étudiants et surtout de sortir du modèle. C'est vrai que quand on est dans un écosystème qui a vécu un certain nombre d'années avec un système qui marche bien, l'économie de la montagne se porte très bien, mais on sent que ça va s'essouffler. Ce n'est pas une vraie rupture, ça ne va pas s'essouffler du jour au lendemain, voire s'arrêter du jour au lendemain. Mais par contre, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans? On ne le sait pas. Donc il faut impérativement développer ces compétences d'ouverture d'esprit, de réflexion, de trouver des solutions. Le design en est une. Et quand vous êtes dans un carcan où vous dites bah, ça a toujours fonctionné comme ça, envisager l'avenir, c'est pas simple. Donc c'est vraiment ces compétences-là qui sont à développer, quoi. À agir dans un environnement de rupture, on l'a vu suffisamment. Et puis surtout travailler sur un autre business model. Là, pour l'instant, on a une économie qui est à 90% avec un chiffre d'affaires axé sur le ski. C'est quoi l'avenir, quoi? C'est pas évident de se projeter, de trouver de modéliser même tout ça. Donc il y a vraiment des compétences sur le côté économique pour le faire. Et si demain l'activité, comme on le pense, de la montagne vient sur l'été, ok, mais actuellement le chiffre d'affaires de l'été, les séjours touristiques, ils n'ont pas la même valeur. Mais après, il y a peut-être d'autres choses à imaginer autour des seniors, de la santé, puisqu'on sait quand même qu'en altitude, il y a des effets qui sont bénéfiques, il y a des études qui le prouvent, que l'air aussi est bon, meilleur pour la santé. Donc il y a peut-être une activité autour des seniors à mener. Donc voilà, c'est de s'ouvrir et puis de modéliser ça avec un modèle économique qui permettra de dire n'ayez pas peur de la transition. Effectivement, là, les premières années ne vont pas être... je ne vais pas claquer des doigts et retrouver toute l'économie du ski en 2 coups de cuillère à peau sur l'été. Mais n'empêche qu'il faut l'envisager, il faut le projeter pour pouvoir continuer. Donc ce territoire alpin, en conclusion, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour co-construire des nouveaux futurs. Le lien est tout trouvé avec l'intitulé de l'académie que Tessa a introduite. Merci infiniment Bruno pour ton témoignage. Merci à vous. Et je pense repasser la parole à Tessa. Voilà, on vous a présenté, on a échangé les sujets qui sont les nôtres, sur lesquels nous, en tant que professeurs-chercheurs à EM Lyon, on travaille et on s'engage. On espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez vu qu'évidemment, ces 3 sujets ne sont pas distincts. Pour penser le futur, il faut de la bande passante disponible, il faut des collectifs forts qui nous soutiennent pour oser faire les choses différemment. On espère que ça aura été une source d'inspiration pour vous et surtout, on vous souhaite une très belle fin d'après-midi dans notre nouveau campus.